Eh bien, bonsoir à toutes et tous. Je suis Patrick Gobert, le président du Toit Citoyen, qui est un club d'élus représentant des salariés. Il y a quelques jours, nous avons remis le prix du meilleur ouvrage sur le monde du travail. Et à cette occasion, Solène et Colette sont venues me voir en me disant « Il faudrait qu'on te présente quelqu'un qui s'appelle Suzanne Lafont, qui est près de moi, que je vais vous présenter dans un instant. Et avec Suzanne, vous pourriez, à deux voix, extraire des pages de ce livre qui a reçu le prix et qui raconte des témoignages de salariés. » Alors, le prix du meilleur ouvrage sur le monde du travail donc, a été attribué à Patrice Bride et Pierre Madiot. Vous faites quoi dans la vie? Aux éditions de l'Atelier. C'est une trentaine de portraits de gens passionnés de leur métier, passionnés de leur travail. C'est plein d'émotions. Et avec Suzanne, on a choisi un fil conducteur dont on va vous parler dans quelques instants, avec des insertions de sa part. Mais donc, je voudrais vous présenter ma nouvelle amie d'enfance, puisque c'est ça qui est extraordinaire dans la vie. Quand Solène et Colette m'ont présenté Suzanne, on s'est aperçu qu'on habitait à 100 mètres l'un de l'autre, à Nanterre, et qu'on ne s'était jamais croisés. Et c'est ça aussi la magie, n'est-ce pas, Riyad? La magie de notre rencontre à Charléty, il y a maintenant près de 2 ans. Suzanne est fondatrice de l'agence Déclic, qui est un cabinet spécialiste de l'innovation et de la conduite du changement. Elle a mis depuis bien longtemps, l'humain au cœur de son entreprise, qui pour elle est un lieu d'apprentissage, un lieu d'échange, un lieu où s'entremêlent les différences, d'où sort cette richesse à partir des rêves individuels que tu nommes l'intelligence collective. Et puis tu as un thème récurrent chez toi, comment les imaginaires se complètent plutôt que de se battre. Et tu vas nous parler quelques secondes de ces fameux ateliers sur les contes de fées. Alors ça, c'est invraisemblable. Oui, ça l'a beaucoup intriguée. Et j'ai une passion, les contes de fées, parce qu'il y a quelque chose d'incroyable dans les contes de fées. Les contes de fées, ils nous suivent depuis la nuit des temps et on peut se demander comment ça se fait qu'on continue encore aujourd'hui à se raconter des histoires qu'on se racontait très certainement il y a plusieurs milliers d'années. D'ailleurs, La Belle et la Bête, aujourd'hui on est capable de dire, on est capable de dater, non pas le début de cette histoire, mais qu'il y a au moins 4000 ans, on se racontait déjà cette histoire. Et elle fait toujours du sens et on est toujours en train de la raconter nous-mêmes à nos enfants. Et pourquoi ? Parce que tapis à l'intérieur des histoires, eh bien, il y a en fait des leçons de vie. Un conte de fées, qu'est-ce que c'est? C'est un rêve qu'on va faire tous ensemble. C'est un rêve collectif, éveillé. Et à l'intérieur, depuis des millénaires, en fait, on se retransmet de bouche à oreille des secrets, des clés pour pouvoir avancer dans la vie. Parce qu'il y a quelque chose qui reste immuable. C'est qu'on est tout petit face à cette vie, c'est qu'on est tout plein de contradictions, c'est que c'est compliqué d'être un être humain, avec cette conscience qui est si large et si infinie, et en même temps toutes ces limites qu'on peut ressentir. Et à travers les contes, eh bien, je les ramène au sein de l'entreprise pour amener de la poésie, pour amener de la magie, pour amener du rêve, et puis pour aller chercher aussi qu'est-ce qui tapis dans ces histoires se cache, parce que c'est quand même étrange, non, de se dire que ce petit héros de rien du tout, qui n'a même pas de prénom. Et d'ailleurs, quand on le caractérise, il a plutôt un handicap, hein. Trop petit, trop grosse mèche ou je ne sais quoi. Et ce petit bonhomme de rien du tout qui n'a pas de prénom va réussir à faire l'incroyable. Et à l'intérieur, il y a toutes les clés pour réussir ensemble et réussir à faire face à la vie. Donc voilà. Eh bien, écoute, excusez-moi, je m'emballe beaucoup quand je parle du conte, je pourrais parler des heures. On se connaît depuis peu de temps, mais c'est extraordinaire tout ce qu'elle a raconté, cette jeune femme. Écoute, Suzanne, nous avons choisi l'Open Space. L'Open Space, c'est un des 27 chapitres de ce livre. Ça raconte le témoignage d'un manager parmi une centaine de salariés dans un Open Space. Et puis, 5 fois, tu vas intervenir avec ta voix généreuse, avec ta voix chaude, et tu vas nous raconter quelques extraits du parcours professionnel d'une paludière, cette femme qui récolte le sel à Guérande, d'une femme avocate, d'une autre qui est ingénieure dans les éoliennes, d'un maçon sans papier. Et on terminera en clin d'œil à notre amie Solène par une professeure de philo. Quand on arrive dans l'open space le matin, on ne sait pas s'il faut dire bonjour à la cantonade, au risque de déranger des gens déjà au travail, ou bien s'il faut faire comme si on ne voyait personne, ce que certains
n'apprécient pas. Donc on dit bonjour du bout des lèvres. Ceux qui ont envie de lever la tête, lèvent la tête, mais on les a dérangés. Du point de vue des relations humaines, ce n'est pas très convaincant. C'est un plateau où travaillent une centaine de personnes. Il y a des cloisons vitrées, mais l'impression d'ambiance est que tout est ouvert. En tant que manager, responsable d'une équipe de 6 personnes, je suis partagé. J'apprécie d'être au niveau de mon équipe. Nous nous voyons, ça fait un peu comme une famille. Et en même temps, je ressens l'open space comme une forme d'aménagement des bureaux qui entretient l'agitation et le stress. J'aime marcher pieds nus sur les ponts d'argile de ma saline quand l'eau se réchauffe en glissant de bassin en bassin. C'est mon privilège de paludière dans les marais salants de Guérande. À chaque voyage, la brouette est chargée de près de 100 kg de gros sel qu'il faut aller déverser sur le terre-plein de stockage, le trémer, puis qu'il faudra relever à la pelle pour former le mulon. À la fin de la matinée, j'en ai plein les bras. Être une femme au marais salant n'est pas chose facile. Ce travail très physique est traditionnellement un métier d'homme. Je compense mon déficit de force physique par un surcroît d'anticipation et d'observation et par une sévère organisation. C'est qu'il faut aussi que je m'occupe de la maison, des enfants. Récolter le sel, c'est une affaire entre un paludier et sa saline. C'est une complicité de tous les instants. C'est une histoire intime, une histoire d'amour. Pourtant, ce métier solitaire est aussi paradoxalement un métier solidaire, parce qu'un paludier n'est rien sans la collectivité paludière. Mon métier consiste à superviser des gens qui pilotent des projets urbains. Nous fabriquons de nouveaux morceaux de ville. Je trouve passionnant de contribuer à des projets d'ampleur, complexes à mettre en place et qui vont avoir des conséquences majeures sur l'environnement urbain. Ici, je dois fonctionner avec des supérieurs qui sont dans le tourbillon permanent. Nous nous retrouvons à gérer en permanence des urgences. Notre patron, à un récent séminaire de direction, l'a verbalisé. C'est quelqu'un qui fonctionne en mode défi. L'entreprise étant dans une phase de croissance, il considère que nous devons démontrer nos savoir-faire, faire nos preuves vite. Donc, il faut aller vite, et même plus vite. Il l'a dit tel quel, je l'ai noté sur mon cahier, je l'ai souligné. Je me suis dit, zut, la stratégie c'est ça, se dépêcher pour des projets qui durent minimum 5 ans. C'est comme si on était dans l'eau sans savoir nager, et donc à s'agiter pour ne pas couler, au lieu de prendre le temps d'apprendre les bons gestes. Depuis 3 ans, mon travail m'amène à monter régulièrement dans des éoliennes pour en vérifier l'état de fonctionnement. C'est une des tâches que je préfère dans mon poste d'ingénieur. Le reste du temps, je travaille dans un bureau. Les plus hautes éoliennes disposent d'un monte-charge, mais il arrive qu'ils soient en maintenance. Et dans ces cas-là, comme pour les petites éoliennes, il faut grimper à l'échelle, en portant sur soi tout l'attirail de sécurité. C'est assez physique. On s'épuise vite si on n'utilise que les bras. Il faut monter en poussant avec les jambes, en appuyant le dos contre le mât de la machine, face à l'échelle et face au vide. Le travail en binôme avec le technicien est à la fois passionnant et délicat. Il connaît mieux l'éolienne que moi, parce que c'est lui qui en assure la maintenance, et il peut m'expliquer dans le détail le fonctionnement de chacun de ses principaux organes. Si je n'allais pas en machine, j'aurais beaucoup plus de mal à comprendre les rapports d'incidents, à me faire un avis sur les causes des pannes. Mais ce qui est délicat, c'est que je représente le propriétaire du parc. Et je viens là pour vérifier que la société qui en assure l'exploitation, et donc concrètement le technicien, fait bien son travail. Je vérifie son boulot sous ses yeux, en connaissant moins bien les détails techniques que lui, en étant une fille, en débarquant des bureaux de Paris. Il faut être habile. Mais comme je suis plutôt sportive et que je n'ai pas le vertige, je pense, j'espère, qu'ils se disent assez rapidement « Bon, ça va, elle est dégourdie ». L'urgence, c'est aussi le flot d'informations continu via les téléphones portables, les mails qui font gagner du temps et qui, en fait, entretiennent l'agitation, finissent par occuper tout le temps de travail. On en reçoit, on y répond et ça ne s'arrête jamais. Je vois bien que ça a un côté rassurant,
Être destinataire de tous ces messages donne l'impression d'exister professionnellement. On se dit qu'on sert à quelque chose, mais à quoi au final? Quand j'ai commencé à travailler dans les années 2000, on regardait les mails 3 fois par jour. Et entre-temps, on travaillait. J'appelle ça travailler façon XXe siècle. On se voyait en réunion, on regardait les plans, tout seul, face à notre copie, on réfléchissait. Maintenant, travailler, c'est traiter un mail qui vient d'arriver. Quand je sors du métro le matin pour aller au boulot, je marche en pianotant sur mon téléphone. Enfin, je ne suis jamais tombé, mais c'est un peu pathologique. J'ai un problème d'addiction, c'est clair. Ce n'est pas le stress de rater une urgence, ça ne m'impressionne pas forcément, mais c'est la pression des 50 mails que j'aurai à travailler en revenant à mon poste de travail. Je me dis que si je les traite en temps réel, je m'évite de travailler tard le soir. Mais je sais aussi qu'en faisant ça, j'alimente l'urgence, puisqu'une réponse, on l'appelle une autre. Lorsque j'ai prêté serment, je m'étais fixé 2 limites. Ne pas défendre de terroristes ni de proxénètes. Pour le reste, je considère que c'est mon travail et j'ai défendu dans les 2 sens. Des pédophiles, des victimes de pédophiles, des assassins, des victimes de tentatives d'assassinat, des femmes battues, des hommes qui battent. Il est effectivement question de beaucoup de souffrance dans le monde de la justice. Parfois, je me dis que c'est pas gai ce que je fais. Pénaliste est un métier gris, pas un métier rose. Si je juge le client par avance, je ne peux pas le défendre. À moi d'aller à sa rencontre, à le prendre tel qu'il est pour faire ce voyage avec lui dans la procédure judiciaire. Quand je plaide, je présente un parcours humain singulier et je suis à son côté. Je dois assumer de faire front avec lui contre le groupe. Parfois, mon N+1, mon supérieur direct, ou mon N+2, le supérieur de mon supérieur, débarque dans les bureaux. On sent alors comme l'orage qui arrive. Le vent se lève dans l'open space et tout le monde en profite. Tout le monde voit. Tout le monde entend. Quand on se sent un peu brusqué et qu'on essaie de dire « Non mais attendez, là, j'ai pas le temps », on est en public. Mon assistante a démissionné récemment. Elle ne supportait plus ces intrusions des patrons dans l'espace de l'équipe, sans même commencer par dire bonjour. Au début, c'est le vide. Un terrain en friche. Quand on arrive, on marque les limites du chantier avec des bornes. Les pelleteuses arrivent pour creuser là où il va y avoir l'immeuble, des mois plus tard. On installe des baraques de chantier, tout le matériel, et on commence les fondations. Je suis arrivée en France en mars 2004. Je venais pour la première fois. Je ne connaissais rien à la vie d'ici. Je pensais que je n'avais pas le droit de travailler faute d'avoir les bons papiers. Ma femme était enceinte. Elle a accouché au mois de mai. À l'hôpital, des assistantes sociales m'ont expliqué ce que nous pouvions faire. Elles m'ont dit qu'il fallait que je me débrouille, qu'il y avait de quoi faire, que c'était à moi de trouver un travail. Je me suis renseignée auprès d'amis et ils m'ont dit « Ben oui, ça existe, mais avec les papiers d'un autre ». Et c'est comme ça que j'ai commencé les chantiers. Moi, je reste sur les chantiers jusqu'à la fin. Il y a toujours besoin des maçons jusqu'au bout pour les finitions, les enduits. On voit les immeubles terminés. Et des fois, je vais voir plus tard. Là où il y avait un terrain en friche, il y a des Français qui habitent. Et je sais que c'est moi qui l'ai fait. Je suis persuadé que cette urgence permanente nous ralentit. Parce qu'on fait plusieurs choses à la fois, à la va-vite. On prend des décisions sans les avoir mûries. On rallonge les journées en ramenant l'ordinateur à la maison pour répondre à l'urgence du lendemain matin, et on retourne au bureau fatigué, énervé et inefficace. Pour moi, être prof, ce n'est pas parler tranquillement devant des gens qui écoutent. Ce n'est pas lire ou raconter quelque chose qu'on a préparé. C'est un travail de relation et d'attention à autrui. Un travail de gestion de groupe, de gestion des conflits, de transmission,
d'une information qui n'est pas a priori désirée. Les élèves qui viennent là n'ont pas demandé à faire de la philo. C'est un travail qui engage non seulement mon esprit, mais aussi mon corps, dans la posture physique que j'adopte en classe, dans la façon dont je me donne en pâture aux élèves. Être prof est ainsi une alternance entre la grande solitude et l'absence totale de solitude, quand, en cours, je suis constamment sous le feu des regards, libre par rapport à mes notes, pour que l'enseignement que je propose aux élèves soit vraiment destiné à eux, plutôt que d'être la simple restitution de connaissances livresques. J'ai tout de même des satisfactions dans mon travail. Quand les chefs de projet maîtrisent leur dossier, j'anticipe avec eux les sujets importants. Je fais remonter les difficultés plutôt que les cacher sous le tapis ou de les prendre en boomerang. Là, j'ai l'impression que je les ai aidés en évitant que les problèmes ne se transforment en urgence et en prenant le temps de contribuer à améliorer le cadre de vie de nos concitoyens. Merci. Merci Suzanne. Merci. Juste pour remercier Éclore de nous avoir permis de lire ces extraits. Sincèrement, ce bouquin est très très beau. Le Toit citoyen vous l'offre si vous le voulez, en venant le 12 avril à la matinée citoyenne. Les deux auteurs seront là pour le dédicacer. Vous venez voir tout à l'heure et je vous donne l'info, mais vous allez sur le site internet du Toit citoyen. Merci Solène, merci Colette.